Bien sûr non, tous les jeunes qui sortent, qui vont faire la fête, ne consomment pas de produits psychoactifs. Pour autant, chez les jeunes plus que chez les adultes, les consommations sont fréquemment liées au moment de fête et au moment de convivialité. Maintenant, tous les produits ne sont pas disponibles de la même façon dans tous les espaces festifs. Le dénominateur commun aux espaces festifs, c'est l'alcool. La plupart, les jeunes ne le consomment pas pour se défoncer spécifiquement, mais plutôt dans une recherche de désinhibition et de convivialité. Un peu plus loin quand même derrière l'alcool, ça va être le cannabis. Parmi les usages qui sont un tout petit peu moins répandus, notamment dans les clubs et les discothèques, le produit qui va être le plus fréquemment expérimenté par les jeunes, ce sont les poppers. Les poppers, ce sont de petites fioles de solvant qui contiennent des molécules qu'on appelle les nitrites d'alkyle. Ce sont des produits que l'on inhale et que les jeunes peuvent se partager très facilement et qui peuvent consommer, y compris sur les pistes de danse. En espace festif, ce qui est particulièrement consommé par les jeunes, c'est la MDMA. Par le passé, la MDMA est un produit qui était particulièrement lié au courant électro, aux fêtes techno, mais depuis 5 ans, on voit que c'est un produit qui est sorti de ces contextes. Oui, la MDMA, quand on va en club, quand on va dans une fête techno, c'est un produit qui est vendu en très très grande quantité et les jeunes disent eux-mêmes qu'ils n'ont aucun problème à trouver de la MDMA dans une fête. La cocaïne est aussi beaucoup consommée en espace festif, pratiquement, presque au même niveau que la MDMA. Maintenant, dans d'autres espaces festifs, des espaces festifs plus alternatifs de type techno, comme les free parties, les multisons, les technivals ou les zones off des festivals, on va trouver une plus grande variété de produits. Alors ceux qu'on a cités, à l'exception des poppers, mais aussi des stimulants comme les amphétamines et surtout des hallucinogènes. Alors l'hallucinogène préféré, en fait, qui est le plus consommé, le plus expérimenté plutôt par les jeunes, ça va être les champignons hallucinogènes. On trouve également dans ces fêtes des hallucinogènes de type LSD ou kétamine qui sont beaucoup moins expérimentés et que beaucoup d'amateurs même de produits psychotropes ne s'aventureront pas à consommer. Désormais, on a aussi dans les fêtes la présence de molécules synthétiques qui sont souvent vendues sous des noms fantaisistes ou alors même sous le nom de produits classiques et qui présentent un danger assez important dans la mesure où on n'est jamais sûr de ce qu'il y a dedans. Ce qu'on peut ajouter également, c'est que les produits comme l'héroïne sont extrêmement rares en milieu festif. Il y a d'abord le risque systématique en fait, lié au fait de consommer un produit dont on ne sait pas exactement ce qu'il contient, dont en général on n'a pas l'habitude et dont on ne sait pas quel effet il aura sur soi. On peut accroître les risques en mélangeant les produits, en particulier si on ne connaît pas bien leurs effets. Par exemple, si on se met à vouloir tester un produit alors qu'on est déjà ivre. Il y a des risques, les risques peuvent être liés également au fait de ne pas être en forme, de consommer alors qu'on est fatigué, ou de ne pas suffisamment s'hydrater. Il est très important de s'hydrater beaucoup. Alors avec des boissons sans alcool évidemment. Les risques immédiats sont essentiellement de l'ordre des malaises, de l'angoisse, parfois des troubles psychiatriques plus sérieux. Ça peut être des surdoses, ça peut être des déshydratations. Chacun pouvant amener non seulement aux urgences, mais parfois, dans de rares cas, se terminer par un décès, y compris avec l'alcool. Le groupe d'amis peut avoir un rôle très important pour fixer des limites et puis pour rappeler à l'ordre celui qui va transgresser à un moment donné. La solidarité également est très importante, c'est-à-dire ne pas laisser un jeune qui se sent mal tout seul, l'accompagner vers un endroit où il va pouvoir être pris en charge. Certains jeunes en fait, ont des comportements qui sont très très anarchiques, de mélange de produits, qui consomment à l'opportunité en fonction de ce qui passe, ne veillent pas les uns sur les autres et finalement ils se retrouvent plus fréquemment aux urgences que d'autres qui vont consommer de manière différente. Une petite proportion des jeunes, heureusement une minorité, va passer d'un usage récréatif à un usage plus chronique et problématique. Donc un usage qui va avoir des conséquences sur le plan de la santé ou sur le plan du comportement du jeune et qui va et qui sera préjudiciable.
Maintenant, tous les jeunes n'ont pas le même risque face à ce glissement vers une consommation problématique. Il y a des facteurs de vulnérabilité ou au contraire des facteurs de protection qui vont jouer. Alors, il y a d'abord des facteurs génétiques qui vont faire que une personne, dans les mêmes conditions qu'une autre, va devenir dépendante alors que l'autre ne va pas devenir dépendante. Alors, des facteurs qui sont particulièrement importants sont les facteurs psychologiques. Souvent, le glissement vers une consommation problématique, ça accompagne un mal-être qui peut être lié à des événements de vie stressants dans l'enfance ou dans l'adolescence, par exemple la perte d'un parent, par exemple la négligence, la maltraitance, quelquefois une pauvreté économique extrême, ou qui peut être lié simplement aux difficultés du jeune à faire face aux exigences du passage à l'âge adulte. Chez les jeunes les plus fragiles, on retrouve souvent des traits dominants, tels que par exemple une faible estime de soi ou une mauvaise confiance en soi, ou la difficulté à gérer les relations, ou parfois à des caractéristiques qui sont propres à l'adolescence mais qui sont plus marquées chez certaines personnalités. Par exemple, la recherche du risque, particulière du risque, ou alors l'impulsivité. En troisième lieu, des troubles anxieux, dépressifs ou un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité peuvent être liés à une plus forte probabilité de devenir dépendant à un produit. Le contexte familial a un rôle primordial. Surtout lorsqu'il peut être très protecteur lorsque les parents représentent un soutien réel pour l'enfant, que la communication est bonne entre les parents et l'enfant. Il peut être également un facteur aggravant si les parents n'assurent pas un soutien suffisant ou par exemple dans le cas d'éducation trop permissive ou au contraire trop excessivement rigide. Dans le cas où les parents sont consommateurs, les enfants ont beaucoup plus de risques d'aller vers une consommation régulière ou problématique. C'est valable pour l'alcool, c'est valable pour d'autres produits, par exemple le cannabis. Un exemple parmi les plus extrêmes de la conjonction de facteurs psychologiques et de facteurs sociaux, c'est l'exemple des jeunes en errance. Ce sont des jeunes qui finalement se retrouvent sans abri, totalement marginalisés, après avoir quitté le domicile familial ou un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Leurs consommations, qui sont fréquemment très intenses et très anarchiques, sont un problème parmi d'autres et viennent aggraver des parcours qui sont marqués par une détresse importante, à la fois sociale et psychologique. Alors, les filles dans ces situations ne sont pas forcément les plus nombreuses, mais elles se retrouvent souvent dans des situations beaucoup plus vulnérables lorsqu'elles se retrouvent à la rue, avec souvent des problèmes de prostitution qui vont accompagner ces consommations. Un facteur protecteur, c'est l'investissement dans la scolarité, dans les études, dans une activité. Enfin, en résumé, dans une projection positive dans l'avenir. Alors, c'est un des éléments qui pourrait expliquer que les jeunes des milieux sociaux favorisés, alors qu'ils expérimentent plus souvent les produits, ont tendance à moins aller vers des consommations chroniques et régulières que les jeunes des milieux moins favorisés. Ce qu'on sait sur l'âge, c'est que plus les expérimentations, plus les initiations vont être précoces, plus la consommation a des risques de devenir problématique. Alors, il y a un certain nombre de raisons, je vais en citer deux. La première, c'est que le cerveau adolescent se trouve à une période charnière, il connaît une maturation très intense et il va être très sensible à toute perturbation liée à un produit aux consommations d'un produit psychotrope qui va venir donc modifier ce processus de maturation. La deuxième raison, c'est que alors que les jeunes à ce moment-là sont en période scolaire ou en période d'études, les consommations régulières peuvent venir soit provoquer, soit aggraver des troubles de l'apprentissage qui vont considérablement gêner la poursuite en fait, de la scolarité ou des études.